Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur The Tech Council by Rimo. The Tech Council by Rimo, c'est un espace d'échange et de partage pour les CTO, les directeurs informatiques, les experts en cybersécurité et tous les passionnés de technologie. Je suis Florent Paré. Bonjour à tous, je suis Gwenaël Fourré, cofondateur et CTO de Rimo, et je suis toujours ravi de découvrir les défis relevés par nos invités et les technologies dont ils se servent au quotidien. Dans cet épisode, nous plongeons dans l'univers fascinant des coulisses de la création de contenu audiovisuel avec un invité exceptionnel, Daniel Armand, CTO d'Atlantis TV. Bonjour Daniel, messieurs. bienvenue parmi nous. Salut Daniel. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter et nous en dire plus sur Atlantis TV et ton rôle en tant que CTO? Bonjour messieurs, merci de l'invitation. Donc je suis Daniel Armand, CTO d'Atlantis Télévision. Alors moi, ça fait très longtemps que je suis dans cette boîte, ça va faire la 13e année. Donc j'ai pas commencé tout de suite CTO évidemment. J'étais assistant technique, car Atlantis, tout d'abord, c'est une société, c'est un prestataire de post-production, à la base plutôt télévision, flux, et maintenant qui est aussi un prestataire au niveau fiction et aussi au niveau pub depuis un moment. Donc voilà. Donc moi, mon rôle de CTO, c'est d'avoir un peu une overview sur tout le groupe. Donc je travaille en étroite collaboration avec une équipe technique très compétente et variée, que ce soit en télé, sur Atlantis Télévision, on va dire plus télé avec un directeur d'exploitation et des responsables techniques, ou aussi sur la partie pub avec des directeurs d'opération, et pareil sur la partie cinéma et fiction de notre filiale Digital Factory. Mon rôle, c'est un peu comme je vous disais, d'avoir une overview sur tout, de pouvoir gérer tout ce qui est investissement, tout ce qui est proposition de services aux clients, de nouveaux services, évidemment le management d'équipe fait partie intégrante de mon travail, et d'être le lien aussi entre l'équipe technique et la direction d'Atlantis Télévision. Voilà. Ok, super, merci. Pour juste bien comprendre du coup ce que fait Atlantis TV, tu dis prestataire TV, pub, etc. Qu'est-ce que ça Alors, nous, signifie? Atlantis, on a une petite partie tournage, donc je les oublie pas, nos collègues du tournage, mais on va dire que le cœur de métier, c'est la post-production. Donc la post-production, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui arrive après le tournage, le montage, l'étalonnage, le mixage. Là, je suis dans un audit mix, par exemple, les PAD, les prêts à diffuser, ce qu'on appelle les livraisons à la chaîne, et ensuite l'archivage. Voilà. Ça, c'est notre cœur de métier. Moi, quand je suis rentré dans la boîte il y a plus de 12 ans maintenant, on faisait on faisait que de la télé. On était connu pour ça. Et ensuite, le groupe s'est développé en faisant des acquisitions d'entreprises de pub et après d'entreprises de fiction cinéma, qui sont vraiment trois univers complètement différents, avec pas du tout les mêmes process, les mêmes workflows, les mêmes délivrables, les mêmes clients aussi, c'est important. Donc voilà. Et moi, du coup, j'interviens sur tous les groupes, enfin sur le groupe entier, donc sur toutes les filiales. Voilà. D'accord, ok, donc t'as pas que la TV finalement qui... Non, c'est ce qui me prend le plus de temps, ce qui me prend le plus d'énergie, parce que c'est quand même c'est encore notre, on va dire, notre force numéro un, ce qui nous rapporte le plus, c'est là où on est le plus, on va dire, implanté, parce que Atlantis, c'est quand même le plus gros prestataire français en termes de volume, voilà, et peut-être même européen à un moment donné, parce on a quand même un volume qui est quand même assez conséquent. On a en tout et pour tout, moi j'ai plus de 500 médias composeurs qui tournent en permanence quand même, donc c'est quand même assez énorme. Ouais, donc avec un stockage en production qui a plus de 5 pétas de données actives en permanence. Ah oui. Donc voilà, donc c'est assez gros. Voilà, c'est une économie d'échelle qui est assez grosse. Mais c'est quand même une entreprise, faut le souligner, qui est quand même encore familiale. Tout le monde se connaît. Derrière, quand on arrive, parce qu'on a deux grands immeubles à Boulogne, donc c'est très grand, c'est des immeubles qui nous appartiennent, avec des sites satellites autour. Donc ça fait un peu, j'allais dire Google, quoi. Mais derrière, on n'est pas beaucoup encore à tenir ça de manière, enfin, l'équipe technique. Je pense qu'on est aux alentours d'une quarantaine de techniciens.
Ce qui est quand même pas mal, ce qui est une équipe à gérer assez costaud, mais ce qui est en termes de volume, quand on regarde de l'extérieur, on pourrait penser qu'on est autour d'un tour de 2 ou 300. Voilà. Oui, et puis même quand tu parles de la quantité de flux que vous gérez, etc., c'est effectivement. Ok. Ouais, en fait, c'est toute la problématique d'une société comme Atlantis, c'est de gérer de la post-production, en gros, parce que généralement, les boîtes de post-production vont avoir une vingtaine, une trentaine, allez, une cinquantaine de salles actives en permanence. Donc déjà, à maintenir, c'est pas évident. Mais nous, ça, en fait, c'est juste un étage de l'entreprise, quoi. Voilà. Donc voilà. Gwen, Euh, est-ce que. Ouais, justement, je me posais des questions par rapport à cette gestion de ce volume de données, etc. C'est quelque chose que vous traitez sur site. C'est des choses que vous externalisez. Parce que enfin, ce volume de données, c'est pas rien quand même, que ça soit en transfert, en stockage, etc. Comment vous arrivez à vous débrouiller avec un volume aussi conséquent? Euh, Tous les jours. Alors, pour vous la faire simple, nous, on a tout on-premise. Donc, on n'a rien Mhm. en cloud ou en data center. Donc, tous nos serveurs, les 5 pétas, on va dire, de SAN qu'on peut avoir, ils sont dans nos nodos. Voilà, éclatés sur plusieurs sites. Car on a plusieurs sites de post-production, donc deux qui sont très gros, qui font plus de 170 salles de montage chacun, donc ce qui est assez conséquent, qui sont évidemment reliés entre eux en fibre noire, avec une architecture réseau avec des cœurs de réseau. Donc nous, peu importe où vous êtes à Atlantis, sur n'importe quel site, que ce soit parce on est aussi à Aubervilliers, on est chez France Télévisions, peu importe où vous êtes, en fait, vous pouvez taper tous nos stockages. Voilà. Il n'y a pas de problématique de lieu. À part si c'est une vraie demande, on peut avoir des demandes de production où ils veulent être complètement out of band ou en mode bunker sur des projets très confidentiels par rapport aux assurances, où là, ben, c'est nous qui fermons les flux et ils peuvent avoir accès que à leurs données sur leur site. Mais sinon, en fait, nous, la force, c'est qu'on peut se déployer très vite et très rapidement. On sait faire de la post-production aussi de masse, moi ce que j'appelle de masse, qui n'est pas péjoratif. C'est-à-dire s'il faut pouvoir monter 30, 40, 50 à vide du jour au lendemain, on sait le faire. On a la capacité de le faire en termes de réseau, en termes de stockage, en termes de workstation. Donc c'est la force d'Atlantis, de pouvoir mener des post-productions qui peuvent être, on va dire, très grosses sur des flux énormes. On gère du TF1, du M6. Quand je dis TF1, M6, c'est les sociétés de production, hein, parce que c'est pas les chaînes, nos clients en général, Ouais, bien principaux, sûr. hein. Mhm. C'est les sociétés de production. Mais on peut aussi faire des trucs plus confidentiels, du doc, de la fiction, où là, les workflows, où on va dire, je vais pas dire sont plus fins, mais demandent plus d'attention, plus d'expertise. Pas que le reste demande pas d'expertise, mais on sait tellement bien le faire depuis des années que ça fonctionne. Et on va agrémenter de temps en temps sur certains points, mais on a des process qui fonctionnent très bien, qui ont fait leur preuve au bout. C'est une boîte qui fonctionne depuis longtemps. Et voilà. Et après, je vous dis, le flux de données, nous, c'est tout on-premise. Donc, on a des serveurs qui sont capables d'encaisser des flux et des flux et des gigas de transferts à l'instant T. Nous, le seul truc qu'on fait, c'est que on va, on va dire, on va tailler sur la post-production selon les serveurs qu'on a, parce qu'on n'a pas un gros serveur, on a plusieurs serveurs avec une capacité, une bande passante différente. La seule chose qu'on va faire, c'est par rapport au client, c'est qu'on va dédier un serveur ou une partie d'un serveur à un client avec la bonne bande passante et la bonne capacité. Ok. Et tu parlais de capacité à déployer tout type d'infra, etc. Tu parlais de workstation. Actuellement, vous travaillez essentiellement sur quel type d'OS sur vos workstations? Vous Alors êtes nous, on sur... est à 95, même plus pour cent sur PC, D'accord. sur du Windows. Parce que à la base, moi, on a une petite partie qui est sur Mac, Mhm. sur des puces M2, il n'y a pas de problème, hein. Enfin, on a beaucoup galéré, comme tout le monde, je pense, avec l'arrivée des puces M qui étaient compatibles avec à peu près rien au départ. Ouais, au début Du c'était coup, dur, ouais. Mm. je pense que toutes les boîtes un peu comme nous qui font de la vidéo, qui font de l'audio, se sont,
se sont cassés les dents sur la Rosetta et tout ce qui s'ensuit. Mais nous, on a toujours été PC pour, on va dire, parce que nous, on monte nos machines aussi, on va les customiser, c'est beaucoup plus simple. On va faire même maintenant par rapport à l'EcoProd du refurb, c'est beaucoup plus simple aussi. Parce qu'on a des demandes sur ça aussi en termes de techno. Les prods sont maintenant, c'est normé EcoProd, donc il faut aussi montrer un peu nous patte blanche sur ça. Et aussi parce qu'à la base, on était beaucoup plus à l'aise sur PC et aussi à la base, c'est une question financière, c'est que le PC était beaucoup moins cher que le Mac à l'époque. Voilà. Donc on a monté, maintenant ça se discute vraiment beaucoup. Ah ouais, En par rapport rapport au puissance-qualité, c'est voilà. Maintenant, effectivement, sur un Mac, une fois que tu achètes ta petite boîte, tu peux pas customiser grand-chose et tu es un peu, voilà. Et tu es aussi un peu, comment dire, un peu tributaire de toutes les mises à jour d'OS, enfin que tout le monde, tout RSI ou tout CTO, ou responsable technique se mange en permanence. Donc sur Windows, on va avoir plus de contrôle sur ça aussi. Voilà. Ok. Et d'un point de vue infra autre que Workstation, est-ce que vous restez dans un univers Windowsien, j'ai envie de dire, ou est-ce que vos serveurs de stockage ou des choses comme ça sont plus sur des bases Linux, par exemple? Alors, tous les stockages, nous, sont sur des bases à 80. Tous les stockages chauds sont sur des bases Linux, à part Mhm, un qui est sur du Windows. Sinon, oui, c'est des Linux. C'était du CentOS et là, ça passe en Debian. mhm. C'est des boîtes noires, en fait, après, qui sont brandées. De toute façon, les serveurs, c'est pas compliqué, hein, ça va être. Nous, on est quasiment, j'en ai pas encore parlé, mais on fait beaucoup de Media Composer. On est certifié Media Composer. On est partenaire avec Avid depuis plus de 15 ans. Et puis, par rapport aussi je digresse un peu, hein, là, mais par rapport au type de projet qu'on fait, Media Composer est quand même là, même si d'extérieur ça peut sembler austère, mais le truc le plus puissant, le plus qualitatif et le plus stable, voilà, pour faire du montage sur du flux multicam, multipiste, très gros, voilà. Euh, on pourrait croire que la post-production fiction est plus compliquée, mais ça demande beaucoup moins de ressources en fait, parce que il y a que souvent deux, trois caméras sur un flux qui est en proxy, alors que nous on monte sans conformation la plupart du temps, on monte sur du online, voilà. Donc il faut avoir les serveurs qui encaissent. Et donc les serveurs, oui, qu'on utilise, nous, c'est souvent des bases Linux quand même. Voilà. Ok. Avec des file Quand, systems quand tu, précis, voilà. quand tu dis on monte sur du online, je suis pas familier avec ce Parce qu'en terme. fait, dans la post-production, tu as deux types de post-production. Tu vas avoir, et c'est une question de coût et de temps en fait. Mhm. Le online, ça veut dire que tu vas monter avec un codec euh, high resolution, voilà. Donc ça veut dire que tout ton workflow va être, on va dire, j'appelle ça flat, c'est-à-dire que tu ingestes les rushs en high res, tu montes en high res, tu livres Mhm. en high res. D'accord, ouais. Avec un codec pivot, je ne sais pas si vous voulez que je rentre en détail sur ce genre de choses, hein. Si, Bien sûr, carrément. hein. Avec un codec pivot en France, en broadcast télé, ça va être du XDCAM 50, du coup du long hop. Donc nous, ce qu'on va faire la plupart du temps, c'est qu'on ingeste, puisque le fichier qu'on va livrer à la fin, c'est du XDCAM 50, donc on va rester sur du XDCAM 50, qui a un, qui a un codec qui a ses qualités et ses défauts, c'est-à-dire qu'en termes poids-qualité visuelle, ça va être du 50 mégabits seconde, donc ça, c'est considéré comme broadcast. Voilà, après, c'est toute la problématique du long hop. Ça, c'est un peu plus technique, c'est de la technique vidéo sur du iframe ou du prédictive, du calcul d'image par vecteur de mouvement. Voilà, c'est de la fausse image en fait qu'on voit, mais c'est plus léger. Ça permet d'alléger les images. Et en fait, ça c'est 90% de notre workflow. Voilà. Quand tu vas être sur des rushs, notamment qui vont demander avoir un rendu à la fin, ce qu'on a plus qualitatif entre guillemets en termes de fichiers que tu vas livrer. C'est notamment le cas sur les plateformes, parce qu'on travaille avec Amazon et les autres plateformes, ou sur du cinéma. Là, tu vas travailler sur des rushs à la base natifs qui sont beaucoup plus lourds, qui ne peuvent pas être encaissés par les serveurs. Voilà. Sur une bécane, ça va, mais sur 300, 400 machines, c'est pas possible. Les serveurs suivent pas. Et en termes aussi de stockage, c'est pas dans une économie qui est viable. Voilà, Ouais. pour tout le monde. Donc là, tu vas faire ce qu'on appelle un ingest en proxy.
donc en basse résolution, pour ensuite faire ton montage, ce qu'on appelle un montage offline, D'accord, ok, je vois. pour ensuite avoir une étape à la fin sur le finishing, donc sur l'étalonnage et après la livraison chaîne, faire une étape de conformation. C'est-à-dire que là, tu vas faire ce qu'on appelle une étape qui s'appelle le relink de tes basses res sur tes hautes résolutions. Voilà. Donc ça, c'est un workflow qui doit être déjà mis en place dès l'ingest pour pouvoir faire cette étape de conformation. Sinon, tu es obligé de le faire à la main. Vous imaginez le temps qu'on perd. Oui, Alors que j'imagine. si le workflow est bien en place et bien taillé et bien fait, c'est des étapes qui sont très rapides. Voilà. Parce que le temps en post-prod, c'est de l'argent, quoi. Voilà. Et t'élimines des étapes intermédiaires, ouais. Ok. Exactement. Et ça, question bête, mais en termes de temps pour compiler tout ça à la fin, ça représente quoi à peu près? Alors Alors, c'est ça peut, variable, j'imagine, mais. en vrai, il y a des années de ça, moi, quand j'ai commencé, les outils n'étaient pas encore adaptés, étaient Hmm. enfin, pas adaptés, mais n'étaient pas aussi performants. Donc, souvent, ça finissait à la main. Et j'essaie de trouver sur une émission d'1 heure, tu pouvais mettre 3 jours de conformation quand même, parce qu'il faut refaire les effets, les trucs comme ça. Vous voyez, tous les effets que vous voyez à la télé, c'est des trucs qui sont assez complexes à refaire d'un soft à l'autre, parce que tu peux aussi changer de soft. Voilà, il y a ça aussi le truc. Hmm. Et maintenant, si on va dire, déjà les outils sont beaucoup plus performants sur tout ce qui est relink. Voilà, tu retrouves souvent tes petits plus facilement. Euh, et ça peut aller vraiment de 10 minutes, hein, à faire une conformation à quand même une journée, le temps de faire cut par cut, parce que quand tu fais une conformation, il faut quand même que tu vérifies avec un fichier témoin que tu as sorti avant que tous tes cuts sont bons et que le montage n'a pas bougé. Voilà. D'accord, ok, je vois. Et du coup, est-ce que vous êtes concerné aussi par des flux plutôt de direct ou pas du tout? Alors, nous, direct, à proprement parler, non, mais on fournit tout ce qui va être. Quand je te dis non, j'ai des exemples où on nous a envoyé des directs, oui. Je te dis oui. En fait, non, c'est ce que j'ai dit, c'est pas vrai, parce que par exemple, on a des émissions de sport, telles que Automoto, Téléfoot, enfin tout ce qui fait partie de TF1 Prod, je peux les citer, c'est un de nos clients, où on récupère les matchs en direct. Voilà. D'accord. Pour faire de l'ingest en direct. Voilà. Mais nous, en fait, on va livrer souvent pour les directs, pour les émissions comme la Star Academy, on va fabriquer tous les magnétos en amont, en post-prod. Et après, on va les envoyer pour la diffusion chaîne. D'accord. Ok, compris. Quand tu dis de l'ingest en direct, tu parles de quoi? De l'ingest, c'est récupérer un flux, Mhm. peu importe, un flux IP, un flux SDI, voilà donc, et le transformer, euh, j'essaie de faire une analogie, le Ouais, bien sûr. transformer en fichier vidéo avec de la vidéo, de l'audio, dans Media Composer et sur nos serveurs de stockage. Voilà. Pour qu'ensuite ces flux-là soient dans un projet qui est partagé, qui est sur notre, qui est sur notre serveur de stockage, et du coup, où le monteur peut directement bosser sur ce rush-là. D'accord. C'est là quand Ok, on nous fait un replay, par exemple, ou ce genre de choses, ça vient Ça de ça, peut, par ça exemple. peut venir de là. Voilà. Ok. ok. Et j'imagine que tout ça, ça a quand même des enjeux de sécu parce qu'on parle de récupérer des flux, de livrer des flux, des choses qui sont potentiellement volumineuses. Comment vous gérez la sécu au quotidien à ce niveau-là, sur le fait de récupérer, le fait de transmettre? Je suppose que vous avez pas mal de Alors oui. coursiers qui se baladent avec des disques durs. Alors ça, c'était à Comme, l'époque. Ça, voilà, c'est c'était à ça. l'époque. Les cassettes, parce que c'est pas il y a si longtemps, hein, où on livrait des Bah oui, ouais. cassettes. Le démat, j'essaie de me souvenir, mais je pense que c'est juste un peu avant le Covid, hein. On n'est pas Oui, le ou full des maths, ouais. 2018. Le full démat, vraiment, c'est là où on a un peu fait le tri. Ça fait de la peine, hein, quand tu avais des magnétos, ça valait 50 000 balles, hein, un magnéto à l'époque, hein, tu vois. Donc ils servent plus là, ça fait un peu de la peine de les mettre en stock, quoi. Mais bon, moi j'en ai porté des kilos et des kilos de trucs comme ça, hein. Mais du coup, effectivement, nous on est en lien avec tous les DSI on va dire, des chaînes, des endroits qu'on va livrer. Tu vois, la DSI de TF1, la DSI de France Télé, Amazon, c'est des gens, ils te demandent de montrer patte blanche. Donc nous, on a une équipe informatique qui est petite, mais très performante sur cette partie-là. Et puis après, nous, on va avoir une infrastructure, évidemment, qui va être
hyper suivi avec du firewall, de la DMZ, des choses comme ça, où on essaye. En fait, c'est pas évident dans notre domaine d'allier performance et cybersécurité. Ouais. Voilà. Souvent, la cybersécurité, c'est super important et on voit tous les jours les boîtes qui se font attaquer et qui peuvent tomber, quoi. Nous, c'est un peu notre hantise et on essaye de se parer au mieux à ça avec nos prestataires, notre équipe sur place. Voilà. Mais c'est qu'en fait, la cybersécurité ne va pas du tout aller avec l'urgence que va avoir la production de livrer, de recevoir des données, tu vois. Donc, c'est pas évident de leur faire comprendre. Là, on parle vraiment d'éducation. C'est un peu violent, mais carrément auprès des clients en disant, voilà, c'est comme ça et pas autrement. Et voilà. Donc, nous, il faut qu'on jongle en permanence entre ces enjeux-là de livrables, parce que évidemment, nous, on ne peut pas ne pas livrer quelque chose, sinon il y a un noir antenne et c'est le drame. Ça nous est jamais arrivé, mais on va dire, c'est la hantise de tout prestataire, hein, de pas livrer quelque chose. Parce qu'après, ça évidemment découle des enjeux financiers très importants. C'est quand même un milieu où il y a beaucoup d'argent qui transite. Donc nous, on est obligé de jongler avec ça. Donc, on a maintenant une expertise sur tout ce qui est partie firewall, cybersécu. On essaye de s'informer comme on peut. On fait appel à des prestataires pour nous aider, pour faire du consulting sur ça, sur des prestataires qui connaissent très bien toute la partie cybersécu, mais aussi la partie média. Parce que nous, on fonctionne pas comme une banque, en fait. Voilà, on ne transite pas même nombre de flux, même nombre de dossiers, même nombre de poids de fichiers. Un fichier pivot chez Atlantis, c'est 25 gigas, hein. Voilà, donc c'est pas 6 kilooctets. Et après, il y a des dizaines de façons de sécuriser sur le transfert de fichiers. On va être sur de l'Aspera, donc des fichiers encryptés, sur du SFTP, sur de la connexion S3, voilà. Il y a plein de choses. C'est Ok. assez vaste. Voilà. En fait, ça va être selon ce qu'on veut livrer et à qui. Voilà. Parce qu'il y a aussi, nous, comme on est prestataire, on arrive en bout de chaîne, en post-production, on est en bout de chaîne. Mhm. Nous, on ne peut pas aller voir la DSI d'une grande chaîne en disant c'est comme ça et pas autrement. Ils nous disent non, non, en fait, c'est comme nous on fait et c'est pas Ouais. autrement. Donc après, c'est des discussions. Nous, on s'entend très bien avec tout le monde. On bosse en étroite collaboration à plein de niveaux, hein. On est relié aux chaînes aussi, hein. Mhm. Donc, il n'y a pas de souci là, mais c'est des discussions collégiales en fait. Voilà. Sur comment dire, des sujets très touchy, qui peuvent être très touchy, alors que de l'extérieur, pourrait croire, bon, ça va, ça passe par de l'internet, c'est sécurisé, pas du tout. Voilà, c'est un peu plus complexe que ça. D'accord. Et voilà. Et vous avez des projets qui requièrent aucun accès à Internet, parce que tu parlais de boîte noire au tout début. Alors moi, voilà, Atlantis, on a pris le parti. Mes prédécesseurs ont pris le parti. Et moi, on continue, c'est notre philosophie. Notre réseau production, donc là où il y a nos images, où les gens montent, est complètement fermé du réseau Internet. C'est-à-dire que les gens sur les salles de montage n'ont pas Internet. Voilà. Ok, pas de S'ils fuite veulent, d'assets. exactement. Donc, alors, c'est évidemment pour toutes les assurances, quand on monte ça ou quand on fait des audits, c'est hyper apprécié. Ça, pour le coup, d'avoir deux réseaux, le prod et le IT séparés, pour le coup, c'est hyper apprécié. Par contre, pour tous les jours, pour les utilisateurs, c'est des contraintes. Voilà. Ouais. C'est Et des comment contraintes. ils Donc, font du coup aux utilisateurs? on met en place des stations qu'on appelle des stations blanches, avec des stations qui ne font pas de montage, mais qui font que de la consultation. Voilà. Et de l'envoi ou de la réception de rush. Voilà. Avec des systèmes EDR, MDR dessus, voilà, avec nos firewalls qui scannent en permanence ces stations et les flux qui rentrent et qui sortent, que ce soit de clés USB. Les clés USB sont pas autorisées aussi sur nos salles de montage. Voilà, c'est sur ces stations blanches-là. Donc on a un réseau quand même très out of band, hein. Voilà. D'accord. Tu dis système DR, MDR pour. Des systèmes antivirus maintenant, comme va faire le très connu parce qu'ils se sont fait hacker il y a longtemps. Alors c'est pas celui qu'on a, c'est CrowdStrike. Nous on va être sur du Sophos, sur après du Fortinet. Voilà, c'est des systèmes euh, antivirus, on va dire, avec une console centrale qui sont un peu plus performantes et en analytique surtout. Voilà, et en réactivité. C'est plus genre le petit McAfee ou le petit Avast que tu mets. Voilà, c'est des solutions centralisées Mhm. qui sont à jour, enfin qui sont toujours en update permanente pour être performantes, quoi, surtout.
Du coup, je suppose que tous les monteurs qui viennent bosser, etc., vous devez aussi avoir des restrictions au niveau des téléphones? Ou pas Alors du tout? téléphone, non. Pour le coup, Non? ils sont sur nos Wi-Fi. Nous, on a un Wi-Fi très fermé aussi. On gère la partie internet. On délivre ce service-là aux gens, Mhm. du Wi-Fi. Donc c'est nous qui gérons, qui rentre, qui sort. Il y a ça aussi, quoi. Voilà. Ok, d'accord. Donc, est-ce que... euh, je parle de ça, c'est notamment par rapport à tout ce qui est leak, etc. C'est pas quelque chose qui vous fait Non, plus c'est peur que ça? Non? non. Après, nous, ce qui est leak, ça, nous, on va pas être en stress. On a des clauses, évidemment. Mon contrat, j'ai une clause de confidentialité, pardon, très restrictive, normal. Mhm. Les monteurs qui arrivent ont une clause de confidentialité. Enfin, tous les gens qui travaillent sur chaque programme a des clauses. Après, c'est si tu la respectes pas, c'est que tu te fasses attaquer à l'extérieur, c'est une chose. Que toi, tu te diffuses, là, c'est pénalement répréhensible pour toi, hein. C'est pas Bien pareil. sûr, bien sûr. J'ai une question. Parce que tu nous as dit que tu n'as pas toujours été CTO chez Atlantis. Comment on passe de... Je suppose que tu as dû commencer comme technicien ou Tout à ingénieur. fait. J'étais Comment... monteur. Moi, j'ai Monteur. fait. Si vous voulez, je fasse mon parcours, il n'y a pas de problème. Ouais, carrément. Justement, Alors parce moi, que je je viens suis du. curieux de savoir. Je suis corse à 100%, donc je suis expatrié à Paris. Voilà. J'ai fait une école de cinéma. Je voulais faire du cinéma, mais plus partie tournage, chef opérateur, à Nice. Euh, et en fait, très vite, j'ai été. Alors, je suis un peu geek, hein, évidemment, hein, quoi, normal. Mais donc tout ce qui est ordinateur, machin, informatique, j'ai toujours été un peu là-dedans. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était l'image. Voilà. Donc j'ai fait cette école de cinéma-là. Et très vite, c'est très compliqué de percer en termes de cinéma sur les tournages. Voilà, si on n'a pas papa, maman derrière, on t'enchaîne les stages et tout. Et en fait, j'avais à l'école aussi fait pas mal de post-prod. Donc j'avais commencé le montage. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait du taf là-dedans. Ça m'a intéressé. C'était pas trop mauvais. Mais le montage à proprement parler m'intéressait moyen. Trier des rushs en permanence. Voilà, monter. Je faisais l'instit. J'étais dans le sud à France Télé aussi. Et sur plein d'événements sur je sais pas, le festival de Cannes, quand on est dans le sud, c'est un peu limité. J'ai fait du sport aussi un peu. Et en fait, à un moment donné, j'ai dit, bon, ben, on m'a proposé, on m'a dit, si t'aimes la technique, il y a une boîte à Paris, quelqu'un qui connaissait, envoie ton CV. Je suis monté et Atlantis était beaucoup plus petit. Je suis monté à Paris, comme ça, je dormais chez ma cousine. Je la remercie encore de m'avoir hébergé. Et du coup, j'ai fait l'entretien. C'était une boîte qui était petite. Et mon boss, qui est toujours mon boss de l'époque, m'a dit, écoute, c'est une boîte, on est petit, mais on va grossir. Si tu es intéressé, tu pars au bas de l'échelle. Et puis, si tu travailles, nous, on n'est pas fonctionnaire, c'est la méritocratie. Donc, je suis rentré là. L'équipe était super en place. Je me suis bien retrouvé dans cette équipe-là. J'ai appris énormément de choses d'un coup. Et puis après, moi, par curiosité, j'ai progressé dans tel et tel domaine. Il y a beaucoup de gens aussi, je les remercie, qui m'ont appris, mes collègues, qui sont aussi maintenant à des postes de CTO comme moi. C'est aussi beaucoup de transmission, hein, la post-prod, ces genres de Mhm. choses, hein. Voilà, enfin, on est dans des domaines où la transmission, c'est super important. Et en fait, j'ai fait mon trou dans cette boîte qui a continué à grossir. Donc, j'ai eu de la chance. J'ai misé sur le bon cheval, on va dire. Et puis, avec beaucoup de travail, ben, j'ai passé les étapes. Je suis passé chargé de projet technique, ensuite responsable technique, ensuite directeur technique adjoint et maintenant directeur technique depuis un moment. Voilà. Ok. Et j'ai une autre question. Donc, on a évoqué tout ce qui est le fait que tout est on-prem, tout est potentiellement, donc c'est sur un réseau séparé, etc. Euh, comment vous avez réussi à gérer toute la partie pendant la période Covid et avec l'avènement de l'ère du télétravail, etc. Comment ça se passe pour une société qui opère comme la vôtre? Alors, ça s'est passé, comment dire, je vais pas dire que ça s'est passé en douceur Mhm. parce que ben, ouais, tout le monde l'a vécu de la même façon. On ne pensait pas que ça allait forcément fermer. Et il y a 5 ans, ben, c'était pas du tout l'avènement de la remote, hein, surtout sur les médias, hein. Voilà, pas du tout, hein. C'était réservé à des niches, des trucs que ça coûtait très cher. En termes même, je parle juste de flux. Vous pouvez encaisser des machines en VPN, des choses comme ça, des données transitées. C'était pas du tout adapté. Bah, du coup, en fait, on a essuyé les plâtres, hein.
mes prédécesseurs de l'époque, on a monté du VPN, des workstations en remote sur du Windows Remote, des trucs comme ça, hein, sur du remote desktop. Donc on a vraiment essuyé les plâtres. C'est pour ça que dès la sortie, donc ça a marché. Ça a marché, bah ça devait marcher. Maintenant, quand je vois ce qu'on fait en remote avec du Remo par exemple, et ce qu'on faisait il y a 5 ans, maintenant les gens se battent pour faire de la remote. À l'époque, c'était par obligation. Ouais. Voilà. Donc en fait, on a progressé aussi dans ce domaine. Moi, j'ai vu même à l'époque où j'avais pris un peu cette partie-là. On m'avait donné cette partie-là, mes boss de l'époque, la partie remote. Donc j'avais vu beaucoup de solutions aussi. Donc évidemment, vous connaissez hein, vos concurrents, hein, les Teradici et compagnie. Ça, c'était à la base, c'est eux qui avaient un peu le monopole. Voilà, Mm. maintenant c'est un peu plus disparate. Et bah, du coup, on a progressé là-dedans et on est beaucoup plus à l'aise maintenant là-dedans à fournir depuis vraiment après le Covid, on est vraiment monté en compétences avec aussi les gens qui nous ont aidés. Et puis on a aussi taillé l'infrastructure réseau pour pouvoir encaisser ça. Voilà. Et du coup, ça nous a permis de faire une évolution, une belle évolution à ce niveau-là, qui était une boîte bah, qui s'était montée au fur et à mesure. Et là, du coup, on avait pris quand même, j'ai pas envie de dire grâce au Covid parce que c'est quand même pas un super moment, mais Non, bien sûr. on a progressé là-dedans et on est devenu très performant là-dedans. Voilà. Et cette phase où vous avez essuyé les plâtres, justement, j'imagine hein, que effectivement euh, tout ce qui était travail à distance, c'était quand même peut-être il y avait des sujets de lenteur, comme tu disais, d'adaptation de l'infrastructure, etc. Vous avez pas trop galéré justement sur certains livrables. En fait, alors non, on n'a pas eu de galère à ce niveau-là parce qu'aussi la télé était un peu au ralenti à ce moment-là, il faut le dire, hein. Ouais, ouais. Ce moment-là, il y avait quand même beaucoup de trucs qui étaient faits en direct, en système D. Nous, par exemple, on avait une équipe qui n'a pas pu être confinée. Enfin, on faisait des roulements, mais qui est parce qu'on était sur le Mac de la santé. Donc, le magazine de la santé de France 5, autant vous dire que pendant le Covid, c'était 24/24, quoi. Ouais, bah Donc, ouais. Mm. donc nous, en fait, la boîte s'est pas arrêtée. Alors, évidemment, on a moins travaillé parce que les tournages se sont arrêtés. Donc, forcément, nous, si on reçoit pas d'image, on peut rien monter. Mais bon, on a fait du best-of, on a fait des petites émissions qui coûtaient moins cher, entre guillemets. Donc, ça, après, nous, on est dépendants. C'est pas nous qui choisissons les programmes, hein. On est Ouais, dépendants bien sûr. de nos clients qui produisent. Mais c'était pas évident aussi parce que il y avait aussi un goulot d'étranglement au niveau des utilisateurs, de l'internet, des gens qui étaient sur Paris, qui étaient surchargés, des gens qui étaient en province. Donc en fait, même quand il y avait du bug, de la latence, on savait même pas si ça venait de chez nous ou de chez eux. Donc fallait prendre la main sur leur poste. C'était pas un super moment. Déjà de vie, c'était pas ouf quoi. Et puis en termes de techno, on tâtonnait un peu. Donc heureusement sur tout ce qui était vidéo, on était hyper calé. Enfin, c'est notre cœur de métier, donc ça, on était très confiant. Maintenant, sur la partie, sur tout ce qui était transition de flux, stream en direct, là, on a un peu plus tâtonné, on a progressé, et on a dit, voilà, ça, c'est sûr que quand on est revenu à l'entreprise à 100%, on a dit, voilà, ça, on le fait plus. Maintenant, on fait comme ça, voilà. Ça nous a permis aussi de procédurer, j'ai envie de dire, la façon de travailler à distance. Ok. Et on parle de techno. Est-ce qu'il y a des technos actuellement dans le monde de l'audiovisuel que vous attendez ou que vous essayez des choses nouvelles parce que donc à l'époque c'était le streaming qui était la techno nouvelle. Maintenant, est-ce que par exemple avec l'avènement de l'IA ou des choses comme ça, est-ce qu'il y a des choses qui pour vous dans votre cœur de métier évoluent et des choses vers lesquelles vous pensez vous tourner dans l'avenir? Alors, oui, on peut parler. Moi, j'ai mon collègue Baptiste Rinto, pour le citer, qui est directeur d'exploitation. Lui, on lui a donné la partie IA. Alors, on n'a pas un pôle IA, mais lui, il fait toute la veille technologique. Il fait tout ça. Parce qu'en fait, l'enjeu de l'IA sur une boîte comme nous, c'est comment l'intégrer. Voilà. Mhm. Quoi faire avec de l'IA? Est-ce qu'on fait de l'IA générative? Bon, ça, c'est moyen. Est-ce qu'on fait de l'IA sur du data management? Est-ce qu'on fait de l'IA sur l'analytique? Où tu vas positionner l'IA? Parce que là, par exemple, on a fait l'an dernier, on est allé
à Las Vegas au NAB avec mon collègue, avec Baptiste et la directrice On y générale pour était, ouais. voir. Voilà, moi j'ai vu Alexandre. Oui, ben Ah bah oui, c'est vrai, ouais, ouais, on c'est s'est vrai vu qu'on s'est avec vu. Alexandre C'est vrai. euh, pour prendre un peu le pouls de qu'est-ce qui va se faire, qu'est-ce qui se fait. Donc tout le monde fait de l'IA. Maintenant, nous en post-production, on est très attentif à ça parce que il y a plein de choses qui peuvent être vraiment intéressantes. La traduction, le transcript, ça maintenant c'est un peu généralisé, mais comment l'intégrer directement sur du montage avec des softs de montage comme Avid, Premiere, c'est super intéressant. Sur du data management avec de l'IA, sur du MAM, sur l'analytique carrément de données, par exemple, nous on a tout un patrimonial de nos clients sur nos serveurs. Ben, comment on va intégrer de l'IA pour ben, faire de la recherche, faire la recherche facilement, faire avec de la métadonnée, seulement de la métadonnée, hein, de l'analyse. Comment leur faciliter ça? Ça, c'est des questions qu'on a tous les jours. Maintenant, c'est pas évident de choisir. Nous, on n'a pas un pôle de développement parce qu'on est une petite boîte. On peut pas, on n'a pas vocation à développer nous notre moteur d'IA ou quoi ou peu importe. Voilà, on en fait un peu, mais on prend forcément des choses qui sont faites et après on l'intègre dans l'écosystème Atlantis. Et c'est surtout nous, on essaye de proposer du service par rapport à toute cette IA, qui est plutôt performante de plus en plus et qui peut faire des choses intéressantes à notre niveau. Mais surtout, qu'est-ce qu'on peut proposer au client? Donc, ça se fait en deux façons. Soit c'est le client qui a une demande, nous, on compile les demandes des clients qui reviennent ou sur des trucs très particuliers. Et c'est notre taf surtout à Baptiste en IA et moi, du coup, aussi avec lui, pour voir est-ce qu'on peut intégrer cette techno-là, est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça peut servir? Comment on peut aussi la proposer à droite, à gauche, même en faisant du démarchage, hein, des choses comme ça. Voilà. Ou est-ce que carrément, on va avoir un gros client qui nous dit non, les gars, voilà, il faut que mes 500 Tera de stockage, je puisse faire ça, 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 ça avec. Voilà, vous avez 6 mois, trouvez-moi un truc. Voilà. Parce que nous, en fait, Atlantis, on a, on est un prestataire technique, mais ils nous font maintenant avec le temps, bah, c'est des gens avec qui on travaille depuis pour moi, certains de mes clients, ça fait 13 ans que on les connaît, quoi. Mon collègue dont je vous parlais, Baptiste, pareil, ça fait 13 ans qu'il est un peu moins, ça, il est arrivé 6 mois après moi, donc pareil, il y a des responsables techniques, pour en citer, par exemple, comme je citais mon collègue Arnald Thompson qui est là depuis 14 ans carrément. Donc les clients nous connaissent, nous font confiance. Et il y a ce côté consulting, en fait, où nous demandent, voilà, là, les gars, en fait, l'IA, par exemple, sur l'IA, ils nous ont dit, nous, on nous présente ça, 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 ils se font des marchés. Qu'est-ce qu'on peut faire avec, en fait? Parce que voilà, il y a aussi un côté de coût, combien ça coûte. Parce que c'est facile, parce que souvent, quand on va dire IA, il y a beaucoup de services qui sont en SaaS ou en cloud. Donc après, il y a les coûts du cloud, voilà, les données qui transitent, parce que comme je vous ai dit, c'est pas des petites données, nous. Donc, c'est des questions. Nous, on est en veille technologique permanente à 360, hein, vraiment, sur des questions de data management, de transcript, enfin, ça va. J'ai même plus tellement d'exemples. Euh, on essaye de proposer bah, la chose la plus pertinente aux clients, en fait. Voilà. Ok. J'ai deux autres questions sur deux autres technos. Donc, y en a deux comme ça qui me viennent en tête. Peut-être que ça vous concerne pas, hein, mais il y a forcément la 5G et la réalité augmentée. Déjà, la 5G, est-ce que pour vous, ça impacte la communication de données d'un point, est-ce que ça fait évoluer vos usages ou du coup, vu l'infrastructure, pas tellement? Alors, vu l'infrastructure, non. Maintenant, pour tout ce qui est de réception de rush aussi, tu vois, quand il y a une équipe qui part au fin fond à l'étranger, très très loin, euh, pour la transmission de rush, ils n'ont pas forcément des hubs Internet. Ça, c'est vrai que pour ça peut nous aider à réceptionner les rushs. Maintenant, nous, on a une infra fermée, on utilise la 5G, ça va pas révolutionner, on va dire, notre quotidien. Et pour la réalité augmentée, alors là, pour du coup, pas du tout. Pas du tout. Nous, on n'est pas sur ces questions-là. Plus la boîte la filiale de pub Backup, qui eux va plus être sur de la 3D, mais pas forcément sur de la VR, sur rendu 3D, tout ça. Donc la réalité augmentée, on va dire, c'est la partie, je suis désolé, où on est le moins sollicité, voire jamais sollicité. C'est vraiment pas notre cœur de métier. C'est quand même très particulier, hein, la VR, hein.
C'est Ouais, non, bien sûr, bien voilà. sûr. Non, mais je pensais, tu vois, par exemple, c'est ce que tu vois sur les bon, c'est du direct, tu sais, mais les réalités augmentées qui s'intègrent maintenant carrément sur des Ouais. reportages en plateau, etc. Alors ça, c'est C'est vraiment vraiment quelque chose de différent, ouais, c'est un métier. ça, c'est vraiment des technos qui sont souvent sur le plateau, voilà, Hmm, et avec des prestataires très particuliers ouais, ou des filiales, on va dire. Il y a des concurrents à nous qui en font un peu et qui ont carrément une division qui fait ça, quoi. Voilà. oui, d'accord, ok. Moi, c'est pas du tout, par exemple, mon cœur de métier. Je serais complètement. Alors, évidemment, je vais comprendre, mais je serais incapable de faire. C'est quand même des choses très C'est une particulières, hein. spécialisation Ouais, ouais, bien spéciale, voilà. avec une Chacun son expertise. métier, hein. Ouais, bien sûr, bah oui. Et dans tes équipes, donc je suppose que tu dois avoir beaucoup de spécialistes réseau. Ça se compose comment à peu près une Alors équipe nous, on est devenu un peu spécialiste réseau, ouais, pour le Ouais, coup, en termes d'infra-réseau, architecture réseau. J'ai un RSI, Nicolas Dumont, qui est lui, c'est un vrai architecte réseau, spécialiste réseau pointu, donc on s'appuie beaucoup sur lui. Puis nous, on a des compétences aussi. Et on a une petite équipe en fait d'informatique, ils sont pas beaucoup. Et c'est vraiment lui, le RSI, avec son administrateur système et réseau, qui sont les spécialistes avec nous. Je nous compte aussi dedans. Voilà. Nous ok. aussi, moi, c'est pas du tout ma formation à la base, hein, faire de l'architecture réseau, voilà. Donc ça, pour le coup, c'est avec du travail ou avec l'apprentissage, la transmission d'infos. Et après, c'est beaucoup d'heures de lecture et puis d'essuyer les plâtres sur des configs, hein, voilà. Mais on est capable, nous, en fait, notre cœur de réseau, faut le savoir, post-production, donc métier ou IT, on l'administre tout seul. Voilà, on n'a pas de prestataire avec nous. On Ok, l'administre, on le monte, on le modifie, on le fait évoluer nous-mêmes. Donc, on est quand même assez calé sur le sujet. ok. Et du coup, vous devez sûrement avoir souvent des audits ou des choses comme ça de vos différents Ouais, clients. Ouais. on doit monter patte blanche assez souvent. On a une partie aussi de notre société, la partie cinéma qui est TPN. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, hein. Oui, Donc on est Gold Shield côté digital. Donc là, évidemment, si vous avez déjà fait un TPN, vous savez ce que c'est en termes d'investissement personnel de travail pour être dans les clous. Donc ça, on est quand même pas mauvais et très attentif sur cette question-là. En fait, nos clients sont tellement, je vais pas dire stressés, mais pour des questions d'assurance, en fait, c'est même pas eux doivent tellement, eux, montrer patte blanche que ben, qu'est-ce qu'ils font quand ils montent chez Atlantis? Ils demandent à Atlantis de montrer patte blanche. Donc, nous, on remplit des docs et des docs, on fait des diagrammes et des diagrammes pour montrer, pour expliquer notre infrastructure. Des gens comme Amazon, ils arrivent chez vous, il faut tout leur montrer, hein. C'est comment ça ah, fonctionne, hein. surtout que vous êtes quasiment tout au bout de la chaîne, quoi. On est au bout de Donc, la chaîne. Ouais. en fait, vous avez le produit fini en main. Ouais. Donc, ce qui peut être un inconvénient d'être au bout de la chaîne parce qu'on arrive après beaucoup d'autres personnes qui ont fait Ouais, plusieurs choses avant nous. Voilà. Voilà. Mais on essaye de plus en plus en fait d'intervenir, excusez-moi, d'intervenir sur les questions de tournage aussi, euh, faire du consulting en amont, en faites comme ci, faites comme ça, pour ne pas avoir de surprise en post-prod. Voilà, il y a ça aussi. Il y a une vraie discussion avec les clients et ils nous sollicitent aussi pas mal, souvent sur qu'est-ce que vous ferez, comment vous le ferez. Après, il y a une question de coût aussi, mais nous, on essaye toujours de faire d'anticiper le maximum de problématiques qui peut arriver à post-prod parce que quand il arrive les problématiques en post-prod, c'est très compliqué. Faire du reshoot, des trucs comme ça coûte beaucoup d'argent et on n'a pas le temps aussi parce que c'est pas que de l'argent, hein. Et du coup, on est obligé d'anticiper ce genre de choses. Voilà. Ça vous est déjà arrivé, par exemple, de demander un reshoot par rapport au matériel que vous aviez et de dire à la production, pardon, bah désolé, mais il nous manque des choses. Toute la partie créa, nous on la gère pas. Donc s'il manque quelque chose en créa, c'est pas nous qui allons décider de re-shooter. Voilà, nous on gère toute la technique. Maintenant, s'il y a des images qui sont pas utilisables ou qui, on va dire, les rendre utilisables va demander un workflow, un temps et du coup une facturation. Je parle beaucoup de pourcentage. Bah non, mais Mais ça fait qui partie c'est le nerf de et la en guerre. De fait, toute façon. Hmm. des fois on peut dire, ben là si j'étais vous, je referais l'ITV si c'est possible en fait. Voilà, que de l'envoyer chez 8 graphistes, 2 détoureurs, le faire 8 re-ingest pour avoir 30 secondes d'interview. Et j'allais faire tout à l'heure, je vois une similitude
avec le métier de monteur finalement de ce côté-là, puisque c'est fait que quand tu reçois les rushs, tu fais avec ce que t'as, et puis bon, Et nous, on donne, on est avant les monteurs, quoi. On leur ouais, donne ce qu'ils ont besoin d'avoir de la meilleure façon possible. Quand je dis la meilleure façon, c'est dans le bon format, dans le bon codec, dans le bon framerate, dans tout ce qu'il faut, dans toute l'arborescence qu'il faut, pour qu'eux puissent travailler sereinement, faire de la créa pure. Et ensuite, voilà, nous, on est en charge, on va dire, pendant toute la partie post-prod, qu'il n'ait pas de problème. Voilà. Quand il y a un problème, on a une équipe qui intervient à différents niveaux. On a des N1, N2, N3, voilà, jusqu'à ce que ça arrive à moi. Quand ça arrive à moi, généralement, c'est pas trop bon signe. Voilà. Parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Mais on a une équipe qui est certifiée en plus Media Composer à 100%, donc qui a une vraie expertise sur ça. On les forme aussi. On a une personne qui a mis en demande, qui fait, je le cite, qui fait de la formation en permanence chez les gens qui arrivent, que ce soit des intermittents ou des CDI. Donc, on a une phase de formation très importante chez Atlantis parce que c'est une structure qui est énorme et on leur demande énormément de choses. En fait, quand tu arrives à Atlantis, tu n'es pas que assistant monteur, tu es assistant technique d'exploitation, tu es informaticien, tu es, en fait, tu interviens tellement à 360 sur tellement de domaines que sur du hardware, sur de tout, hein, que il faut qu'on puisse leur transmettre, alors avec des process. Moi, là-bas, je suis pas fan de process, mais on est obligé quand même pour les gens qui viennent travailler parce qu'on emploie aussi beaucoup d'intermittents. C'est le lot de de toute la télé en fait. Quasiment tout le monde est en intermittent. Nous, on est en CDI évidemment, mais on emploie aussi pas mal d'intermittents. Et si tu avais un conseil à te donner pour les jeunes qui voudraient se lancer dans la tech ou les choses comme ça, tu conseillerais d'être un petit peu accoutumé à tout ce qui est à tout ce qui est le monde de l'image s'ils voulaient venir bosser chez Atlantis TV, ou est-ce que juste des problématiques tech classiques de parler de bande passante de stockage, ça suffit largement et le reste on peut l'apprendre sur le tas. Euh, En fait, les deux fonctionnent. Je pense qu'on a vu les profils qu'on a, tu vois, si on peut citer un peu les gens qu'il y a dans notre équipe, on a des gens qui ont fait des BTS audiovisuels, des gens qui ont fait une école de cinéma. Moi, je fais une école de cinéma. Je n'étais pas destiné à finir CTO d'un gros prestataire français, tu vois. Après, c'est aussi l'intérêt de chacun. Nous, c'est comme ça aussi qu'on essaye de les garder, de les former, de leur apprendre des choses, de leur donner goût aussi à la technique, parce que voilà. Moi, je leur donnerais différents conseils, de voir le plus de choses possible, d'être le plus polyvalent. Nous, évidemment, quand tu arrives à Atlantis, tu as un attrait à l'image, parce que nous, la technique est au service de l'image ou au service du son, hein. Donc, parce que c'est l'audio et la vidéo. Donc, forcément, si tu as cet attrait-là, ben, ce que tu vas appliquer sur n'importe quoi, sur monter une bécane, euh, avec une carte graphique particulière, avec un système de rendu particulier, ça va se retranscrire à l'image sur de l'encodage. Et du coup, ben, si tu as, un peu l'œil ou ça te botte, ben, au moins tu vas voir pourquoi tu fais ça, pourquoi tu appliques ça, pourquoi tu appliques ce type de process ou quoi. Et moi, je leur dis surtout d'être très curieux, de pas du tout. Moi, si j'avais pu revenir 15 ans en arrière, quand j'étais encore en études, j'aurais été encore plus curieux pour quand tu arrives sur le monde du travail, ben, t'as déjà ce côté où t'as des notions de plein de choses, en fait. Voilà. Parce que souvent, en fait, dans les formations, nous, on essaye carrément de faire des programmes pour les BTS ou les écoles, hein. On est en lien des fois. Notre Le chargé de projet technique du coup que je vous ai cité intervient dans les BTS. Moi, je suis déjà intervenu plusieurs fois. On était aussi pas en partenariat, mais quasiment avec l'INA sur la classe Alpha, qui est une classe Mhm. très particulière qui va mêler tout ce qui est hardware, informatique et vidéo tournage. Voilà. Donc là, pareil, avec quelqu'un qui était formateur chez eux, qui était chez nous à l'époque, donc qui faisait un programme. Donc ça, c'est super pour nous. On en a pas mal de l'INA. Mais oui, moi, c'est un conseil que je donnerais aux gens, c'est surtout d'être curieux et de pas lésiner sur le temps de lecture et d'apprentissage que maintenant, en plus, offre Internet, hein, par rapport à avant où Mhm. tu ouvrais un bouquin, c'est un peu vieux de la vieille de dire ça, mais un bouquin de 400 pages non, sur la mais vidéo, c'est comme ça que ça fonctionnait, hein. voilà. Et après, nous aussi, au bout d'un moment, on a deux profils. On a la personne comme moi, on va dire, ou comme d'autres collègues à moi qui sont restés en technique
et qui vont progresser dans la boîte ou dans d'autres en prenant des postes à responsabilité, de responsable technique, directeur d'exploit, directeur des opérations, ou des gens qui, à un moment donné, veulent faire vraiment de la créa et vont basculer, soit faire du montage, soit basculer dans du tournage et laisser la technique. Maintenant, nous, on dit souvent qu'un très bon monteur, c'est quand même un mec, alors, il faut aussi du talent, hein, quand même, il n'y a pas que la Hmm. technique, mais qui techniquement est à l'aise et sait faire plein de choses. Voilà. Nous, on le voit parce qu'on en a 300 dans nos locaux, des monteurs, qui sont souvent très bons, mais qui sont aussi à l'aise avec leur outil et avec ce que tu peux faire avec l'outil. Voilà. Est-ce qu'il y avait une actu que tu souhaitais partager? Si c'est oui, tant mieux. Si c'est non, on a déjà pas mal de choses. Donc, Non, bah, j'avais vu là le fait que Nvidia perde 600 milliards de dollars avec Oh là là DeepSeek. là là là. ouais, c'est vrai, Oh c'est là barjot. là là Hmm. là. C'est Me lance assez pas là-dessus barjot. parce que je peux parler de ça pendant 1 heure tellement ça me fait rire. Alors j'ai un peu lu, on en parlait encore à midi. J'ai un peu lu parce qu'il sort tout et n'importe quoi sur DeepSeek, comment c'est monté le modèle et tout. Mais c'est vrai que je suis assez curieux comment ça va évoluer ce truc-là. Parce qu'NVIDIA, nous on l'utilise à NVIDIA depuis maintenant, je pense que c'est même au-dessus des GAFA, enfin NVIDIA en termes de Ouais, bah, valorisation. Ouais. Mais du coup, ils ont pris une part de marché sur tout ce qui est IA par rapport à AMD. Enfin, AMD n'est même pas discuté en fait. Donc, Ah, ils ont quand même perdu, ils ont perdu aussi hier. Enfin, ouais, ils ont quand même un peu perdu. ils ont perdu 4% ou 4,5%, un truc comme ça. Ouais, ouais. En ça Donc fait, à reprend leur le, chaud. échelle, ça fait pas mal de coups quand même. Ouais. en fait, le problème de DeepSeek par rapport à Nvidia, c'est que bah, Nvidia, ça fait 2 ans qu'ils sont portés par la bulle IA, OpenAI et compagnie, et donc ça fait 2 ans qu'ils veulent construire des puces encore plus puissantes, dédiées à l'IA. Il faut plus de puissance, toujours plus de puissance, plus de moyens. Et en fait, DeepSeek est en train de montrer que c'est le contraire. Parce que leur IA, ils l'ont entraîné sur des très vieux GPU, qui ont quelques générations de retard. Ils l'ont entraîné pour un budget qui est, je sais plus, mais on est de l'ordre de 6 millions, je crois, un truc comme ça, C'est ce qu'ils ou annoncent. peut-être. Apparemment, ce Ouais, c'est serait ça. pas vrai, mais c'est ce qu'ils annoncent. Bon, voilà. Ça me Mais paraît faible. c'est surtout que ça coûte beaucoup moins cher à faire tourner, parce qu'ils ont fait un truc malin. C'est que donc de ce que j'ai compris, c'est que donc ton IA, elle a 600 milliards de paramètres. Ben, ils ont dit, on va faire des experts. Et donc, au lieu de faire tourner 600 milliards de paramètres à chaque fois que tu fais une requête, et ben, ils vont dire, tu vas faire une requête pour du code ou pour de la technique, et ben, je vais aller prendre les paramètres qui correspondent à la technique. C'est-à-dire que j'aime bien que le mec qui me fasse la technique fasse un peu de philosophie, mais je suis pas sûr que ça serve à chaque fois. Et donc au final, ils arrivent Hmm. à faire tourner des requêtes peut-être avec 40 milliards de paramètres, mais c'est des paramètres qui sont dédiés à cette requête et qui font que le modèle en fait est aussi performant que d'autres, mais beaucoup moins cher. Et donc c'est pas une question de dire est-ce qu'il est meilleur qu'un autre. C'est surtout, bah, tu vois, on Il est parlait plus d'argent logique tout en à fait, l'heure. quoi. Et Là, plus on logique. parlait d'argent, c'est surtout le problème, c'est moins cher. Si tu arrives à faire quelque chose d'aussi performant et de moins cher, et quand on dit moins cher, c'est 60 ou 100 fois moins cher. Ouais. C'est Si c'est les affolant. vrais chiffres, effectivement, c'est assez Non, fou. Ouais. ouais. Et en plus, comme c'est de l'open source, alors apparemment, c'est panique à bord de tous les côtés. Tout le monde est en train de regarder qu'est-ce qu'on peut leur piquer pour essayer d'améliorer notre modèle, quoi. Je sais que Meta sont en train de... C'est la crise chez eux parce que leurs prochains modèles à sortir sont déjà moins performants que celui-là qui est open source, quoi. Donc, Ouais. à Ça un la moment fout mal. donné, ouais, c'est ça. Mais du coup, toi, tu as pu la tester sur des cas d'usage précis, DeepSeek, ou pas encore? Alors, pas du tout. Pour l'instant, je suis, comme tout le monde, je suis spectateur de ce qui se passe. De l'IA, nous on s'en sert, mais ça sera souvent sur des problématiques de travail rébarbatif qui vont être tech ou en termes de code ou des choses comme ça. C'est Hmm. des choses que j'ai envie de dire à l'époque on aurait dit donne ça à un stagiaire, mais nous c'est pas le but. C'est pas le but d'avoir des stagiaires qui alignent quand il y a des tâches rébarbatives à faire. Donc mais à part ça, l'IA, on essaye de... Enfin voilà. Dans le code et dans la tech, l'innovation, en fait, l'IA, c'est pas forcément encore ça. Parce que justement, tu fais de l'innovation, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui n'a pas été encore fait.
Donc ça veut dire que l'IA ne s'est pas entraînée dessus. Et donc du coup, l'intérêt reste assez limité, quoi. Donc voilà, ça sera vraiment juste pour de l'aide ponctuelle, mais ça va pas plus loin que ça. Parce que malheureusement, les IA, ça hallucine encore beaucoup. Et moi, je trouve que ça raconte quand même pas mal de conneries. Encore. En Même fait, si ça oui, s'améliore. ça dépend ce que tu en fais. Ouais. C'est Sur ça. des trucs, je pense que ça a changé pas mal la vie sur des gens qui avaient besoin de faire un peu de code, pour gratter un bout de code par-ci par-là ou avant, enfin voilà. Je trouve que ça aide pas mal. Oui, Euh, si t'as besoin d'une ligne, une commande line ou un truc comme ça, un truc que t'as oublié ou Hmm. une regex. Mais bon, c'est pas le genre de truc que je conseillerais par exemple alors c'est con à dire, mais aux jeunes, tu vois. Exactement, je suis L'IA d'accord. pour les jeunes, enfin, Mais tu tu es n'apprends assisté plus en rien. permanence. Ouais, Mais tu fais que de la surface, c'est pas bon. tu ne retiens Hmm. plus rien. Tu ne Hmm. retiens plus rien et c'est ça qui est chiant, quoi. Tu te retrouves à te dire, si j'ai pas l'IA derrière moi, en fait, je peux pas bosser, quoi. Et Ouais, ça, t'as c'est raison. problématique. Hmm. Euh, ok. Eh ben, Vas-y. non, bah, Est-ce que vous voulez qu'on parle j'adore d'autre ta vie. chose? Est-ce que j'ai assez bien expliqué? Franchement, C'est c'était parfait. très clair. C'était très Ouais, clair. J'ai appris plein de choses. pareil. Je comprends mieux comment vous fonctionnez, comment fonctionne le monde de la post-prod, etc. Hmm, Les hmm. enjeux. On a parlé de tout. On a parlé de business, de tech. Non, franchement, c'était top. On n'a pas trop fait la pub de Rimo. Je pensais qu'on avait plus parlé aussi du fait que nous, on adore Rimo et tout. Mais c'était, Après, tu peux le dire, hein. Y a pas de... moi, je sélectionnerai ça. Ça sera Et puis coupé. Ça voilà. sera le seul clip qui. Non, mais Exactement. c'est vrai que tu vois, vous avez pris une part de marché chez nous, où on était full Teradici, où maintenant ça s'est complètement inversé. Au départ, Alexandre, moi ça m'a tout de suite plu. Alors le fait en plus ce soit le côté un peu français, je sais pas, vous soyez de l'autre côté, il y avait un petit côté, bah c'est sympa quoi, tu vois, plutôt que passer forcément par du HP. Euh, et puis c'est surtout que l'outil, nous, il y a eu ça a été vraiment très apprécié. Il y a eu, tout le monde a adhéré, que ce soit sur la façon d'administrer, sur la façon d'utilisation, sur la facilité, la réactivité aussi dès qu'on a eu le moindre souci, même sur du dev, des trucs comme ça, tu vois, ça a été rapidement patché et puis l'utilisation est vraiment super, quoi. Là, moi, je vais faire un test en ce début d'année, c'est sur du son, carrément, sur du mix, tu vois. Voilà. Parce que sur la vidéo, ça marche bien. Enfin, ça marche plus que bien même. Mais voir ce qu'on peut faire, parce que évidemment, le son, on est à la milliseconde, donc c'est pas pareil. Voilà. Donc voir ce qu'on peut faire, voir ce qu'on peut faire aussi là-dedans, proposer, tu vois. Et nous, on a gardé, tu vois, à la base, on avait 10 Rimo, maintenant, on en a 40 ou 50, quoi. Hein. Donc, on a vraiment adhéré au produit, à la philosophie, parce que j'en ai testé beaucoup, hein, moi, des remotes, hein. J'en ai testé, bah, du Teradici, évidemment, du Splashtop, du Parsec, j'en passe, c'est des meilleurs. Enfin, il y en a beaucoup, hein, qui ont, tout le monde a voulu sortir un peu sa techno, j'ai l'impression, après le Covid, hein. Donc nous, ouais, on est hyper satisfait de Rimo et on continue. Enfin, j'ai un peu bataillé pour changer un peu les habitudes parce que souvent en post-prod, il y a aussi les habitudes. Donc les gens avaient leur Teradici et tout. Donc on a mené le truc plutôt bien. Le POC qu'on a fait, tu vois, où Rimo nous a laissé des licences qu'on a fait tester avec des gens, des monteurs un peu chevronnés. Pour les habituer. On a vraiment fait ça, vraiment en fait, nous, on croyait en la techno. C'est aussi ça le truc, tu vois. Hmm, On croyait hmm. à la techno, on préfère ça. Du coup, on voulait amener les gens. Maintenant, si les gens y adhèrent pas, tu peux pas les forcer. Donc, il a fallu les amener à adhérer à la techno et, euh, et ça a plutôt bien fonctionné. Et nous, on est très contents, quoi. Bah écoute, trop bien. Merci, c'est bon à savoir. Si ça te va, je peux utiliser ce petit passage en com, si t'es OK. Aucun problème. C'est super sympa pour nous, Aucun problème. donc très bien.
Gwen, C'est tu voulais surtout, dire? c'est sincère, hein. Vraiment, c'est pas pour vous faire Bah de la ouais, pub. grave, non, non, c'est trop cool, merci. Mais écoute, ça a beaucoup de valeur ce genre de témoignage pour nous, on est très contents. Donc, en plus, Gwen, qui est du coup notre super tech, qui est derrière beaucoup de choses chez Rimo, c'est Ça me plutôt fait très bon. plaisir. Ouais, bah Mais oui, voilà. même, tu vois, la simplification, ne plus devoir utiliser un VPN avec des ouvertures de fin, c'est hyper plus smooth dans l'utilisation, comment on utilise, et tout en étant autant sécurisé, voire plus, hein, tu vois. Mhm. Donc moi là, le but à terme, c'est de passer, de monter encore sur du remote. Je ne sais pas quand, mais et passer vraiment sur du cloud privé, du branding, des trucs comme ça. Je veux amener ça quoi, au bout d'un moment. Si je peux l'amener, si je suis encore là, si c'est, si là, voilà. Mais, J'espère. on veut aller sur ça, quoi. Et du coup, avec Alexandre, on a fait step by step, tu vois, pour amener Mhm. intelligemment, pour faire rentrer la techno dans la boîte, tu vois, et pour l'installer. C'est ça qui est pas évident dans une boîte, c'est d'installer une technologie. Merci d'avoir partagé ton expertise avec nous. C'était un réel plaisir de t'avoir sur The Tech Council by Remo. Bah voilà, hein, pour nous retrouver pour la suite, donc il y aura d'autres numéros. On a déjà fait aussi, donc là c'était le deuxième, il y avait un premier avec Miraculous et les coulisses IT de l'animation. Vous pouvez nous retrouver sur les différents réseaux de Rimo, donc on a même un petit Discord, n'hésitez pas à passer une tête. Et donc, si vous avez des questions ou des suggestions, vous pouvez vous rendre sur le site de rimo.io ou nous contacter directement. Merci Merci à messieurs en tout tous. cas pour l'invitation. Merci Daniel. Merci beaucoup.